Europe 1. Le journal de 7h présenté par Émilie Dès. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La vague de chaleur gagne du terrain. Elle s'étend vers le nord. 45 départements seront en vigilance orange canicule à la mi-journée. 4 de plus que ce matin. Le mercure devrait de nouveau flirter avec les 40 aujourd'hui. Noémie Loisel, vous êtes en direct de Lyon. Bonjour. Bonjour. La nuit a été rude pour les habitants. Oui, puisqu'à minuit, il faisait toujours 30 degrés sur Lyon et les températures ne sont pas descendues en dessous de 26 degrés cette nuit. Difficile alors de dormir pour beaucoup de Lyonnais, comme pour Faustine, 21 ans, infirmière. Ça m'arrive de prendre plusieurs douches dans la nuit parce que sinon il fait vraiment trop chaud quoi. Je suis dans un 20 mètres carrés, l'espace est vite petit. Je vais avoir des réveils plus fractionnés que quand la température elle est plus agréable. Pour passer de meilleures nuits, Juliette, 33 ans, a décidé de partir de Lyon ce matin et de se mettre au frais à la campagne dans le Beaujolais chez ses parents. Je dors en mezzanine, donc il fait très chaud. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit parce que j'ai le bruit de la rue, j'ai le bruit du ventilateur, j'ai la chaleur. Donc on va dire que je dors par tranche de 2 heures. Chaque été, Lucette, 81 ans, redoute ces fortes chaleurs. Elle étouffe dans son appartement. Moi, je crains énormément la chaleur. Chez moi, je vis dans le noir. Qu'est-ce que vous voulez ? On ferme les volets. C'est très mal isolé. Je suis toujours assise sur mon canapé. Je fais rien. Je suis avachie. Voilà, c'est difficile. Cet après-midi, le mercure devrait atteindre les 40 degrés. Des orages sont attendus cette nuit, mais les températures ne devraient pas baisser pour autant. Les températures ne devraient pas descendre en dessous de 26 degrés. Merci Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 à Lyon. C'est du jamais vu depuis 100 ans. Au terme de la 3e journée des Jeux Olympiques, figurez-vous que la France affiche 16 médailles au compteur, dont 5 en or. Et la dernière a été remportée hier soir au sabre par Manon Apiti-Brunet. Elle a battu sa compatriote Sarah Balzer, médaillée d'argent. Manon Apiti-Brunet, très émue à l'issue de la finale. Je sais même pas ce qui se passe dans ma tête. Je suis juste heureuse parce que j'ai pas perdu aujourd'hui finalement. Je réalise pas que je suis championne olympique. Ce mot, il est trop gros. J'ai l'impression qu'il me fait peur, même si j'en ai rêvé. J'ai tout fait pour l'avoir. Et c'est juste incroyable ce que je suis en train de ressentir. Et tout ce bruit, tout ce public a été tellement énorme que c'est juste incroyable ce qui s'est passé en moi. Et je vois même pas comment avoir une aussi grosse émotion sans eux maintenant. Manon Apiti-Brunet hier soir sur France 2. L'autre médaille d'or du jour a été décrochée en canoë-kayak par Nicolas Gestin. La délégation tricolore a fait une véritable razzia de médailles hier, 8 au total, avec aussi l'argent en tir à l'arc, en équitation ou en judo. Mais la France qui peut espérer de nouvelles médailles aujourd'hui d'ailleurs. La judokate Clarisse Agbenienou va lancer sa compétition à partir de 10h à l'Arena Champ-de-Mars. Elle espère conserver son titre dans la catégorie des moins 63 kilos. En escrime, l'équipe féminine d'épée peut viser une médaille. À suivre aussi les performances de Léon Marchand, déjà médaillé d'or en 400 mètres 4 nages. Le Français est engagé aujourd'hui en 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. S'il se qualifie, il jouera les 2 finales demain. Alors en revanche, il n'y aura pas de triathlon aujourd'hui parce qu'après les entraînements, c'est l'épreuve même du triathlon qui est reportée à cause de la pollution de la Seine. Ouais, on s'y attendait après l'annulation, donc vous venez de le dire, des 2 entraînements prévus dimanche et hier. L'épreuve masculine de triathlon est reportée demain à 10h45, juste après l'épreuve féminine, sous réserve, là encore, que la Seine soit baignable. Et puis, il y a 2 endroits incontournables pour ces Jeux Olympiques, le Club France à la Villette, mais aussi le Parc des Champions, un parc qui a ouvert hier au Trocadéro. Ouais, face à la Tour Eiffel, jusqu'à la fin des Jeux, les médaillés viendront y fêter leur victoire avec le public. Hier après-midi, c'est l'équipe de France de rugby à 7 qui a ouvert le bal. Johan Madec était sur place. Le soleil brûle, mais les cris ne s'arrêtent pas. Antoine Dupont et son équipe sont là, sur scène, à quelques mètres des spectateurs. Au milieu des drapeaux, la joie est partout, comme chez Alexis, extatique devant ses idoles. Je suis toulousain, donc c'est une fierté incroyable. Un moment de fou, et puis là, de les voir là, c'est incroyable, on est champion olympique. Rugby, judo, plongeon, le défilé de champions avance jusqu'à l'arrivée de Pauline Ferrand-Prévot en larmes face à un public presque aussi ému qu'elle. La championne ne trouve pas ses mots, les supporters hurlent son nom. Puis lui chantent leur amour. Virgile, la voix cassée à force de crier, est conquis. Exceptionnel, c'est l'ambiance, la ferveur, il y a plein de Français, il y a plein de supporters du monde entier qui supportent tout le monde. Et là, on a vu Pauline,
Et le feu, c'était incroyable. Il n'y en avait pas que pour les Français dans la foule, beaucoup d'Anglais, d'Américains et même des Hongkongais. Mais pour chacun, face à ces champions, la joie était toujours immense. Yohan Medek pour Europe 1. Emmanuel Macron, lui, suit les épreuves des Jeux Olympiques d'un œil tout en travaillant sur la rentrée. Le chef de l'État s'est fixé comme échéance la deuxième quinzaine d'août pour nommer un nouveau Premier ministre. Alors s'il a quasiment écarté l'hypothèse d'une personnalité issue du nouveau Front populaire, Emmanuel Macron cherche un profil susceptible de diriger une coalition allant de la droite républicaine jusqu'aux socialistes. Alexandre Chauveau, parmi les prétendants, le nom de Xavier Bertrand émerge. Oui, car sur le papier, le président des Hauts-de-France coche plusieurs cases. Sa volonté de voir un Premier ministre de droite d'abord, là où Laurent Wauquiez refuse de participer à toute coalition gouvernementale. Sa rupture ensuite avec le macronisme, vu par beaucoup comme étant l'une des leçons de ces dernières élections. Xavier Bertrand juge le chef de l'État trop parisien et centralisateur, quand lui incarnerait les territoires et une forme de bon sens local. Son expérience comme président de région et comme ministre sous Nicolas Sarkozy sont également vus comme des atouts à l'heure où la gestion budgétaire du chef de l'État est vivement critiquée. Gérald Darmanin voit ainsi en lui, je cite, un homme politique de grande compétence. Enfin, Xavier Bertrand revendique sa capacité à faire barrage au RN qu'il a battu au régional en 2021. Son opposition franche à Marine Le Pen pourrait être bien vue à l'Élysée, qui a appelé au Front républicain au second tour des législatives. Reste que depuis 2017, Emmanuel Macron a toujours surpris dans le choix de ses premiers ministres, même si pour la première fois, le résultat des législatives pourrait lui imposer un nom qui n'aurait pas eu initialement ses faveurs. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 7h07. À l'étranger, au Royaume-Uni, 2 enfants sont morts et 11 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau au nord de Liverpool. L'attaque a eu lieu hier dans une école de danse. Un adolescent de 17 ans a été arrêté. La police écarte à ce stade le mobile terroriste. Tout le pays est profondément choqué, a réagi le Premier ministre Keir Starmer. Le roi Charles III a présenté ses condoléances les plus sincères, qualifiant l'attaque de tout à fait horrible. Et puis au moins une personne a été tuée au Venezuela, cette fois dans les manifestations spontanées qui ont suivi la réélection de Nicolas Maduro. Selon une ONG spécialisée dans la défense des prisonniers politiques, une quarantaine de personnes ont également été arrêtées. La réélection du président sortant est contestée par l'opposition qui assure avoir les moyens de prouver la victoire de son candidat Edmundo González Urrutia. La communauté internationale réclame une vérification du dépouillement. Et puis on termine ce journal avec une initiative de la ville de Toulouse. Les parents d'élèves toulousains ont découvert qu'ils devront payer une taxe de 30 € à la rentrée s'ils viennent chercher leur enfant à l'école après 18h30 et donc au-delà du temps périscolaire assuré par la mairie. Le nombre de familles retardataires est passé de 4000 à 8000 entre 2019 et 2023. La ville assure ne pas pouvoir assurer le coût salarial des animateurs contraints de rester. Un dispositif jugé injuste par certains, donc cette taxe m'est déjà mis en place dans plusieurs villes. Louise Salé. Oui, même si la mairie de Toulouse assure que l'argent ne sera pas systématiquement réclamé, qu'il y aura d'abord un dialogue et un avertissement, la Fédération des parents d'élèves de Haute-Garonne se dit surprise. Éric Pinault, le président. On trouve que c'est quand même injuste parce qu'en fait, on a des parents d'élèves qui se retrouvent justement à jongler avec des emplois du temps de plus en plus compliqués. Sur une ville comme Toulouse qui justement connaît maintenant des problématiques de transport, souvent ce sont des familles monoparentales. C'est en ça qu'on dit que c'est discriminatoire. Les familles les plus modestes seraient donc les plus touchées, là où les contraintes horaires sont fortes et une babysitter impossible à payer. Par ailleurs, une étude israélienne a prouvé que ce genre d'amende était inefficace pour diminuer le nombre de retards. Alexandre Delegue, professeur d'économie à l'Université de Lille. Quand il n'y a pas de taxe ou quoi que ce soit, il y a un coût, une conséquence que l'on subit à arriver en retard. C'est un peu honteux. La directrice de l'école vous regarde bizarrement. À partir du moment où vous mettez en place une taxe, d'un seul coup, vous rentrez dans l'échange marchand. En particulier pour les familles qui ont les moyens, qui peuvent se dire c'est pas si cher que ça d'arriver en retard. En revanche, une étude économique menée sur la ville d'Asnières-sur-Seine remarque que cette taxe peut être efficace quand elle est appliquée en accord avec les parents et en fonction de leurs revenus. Louise Salé pour Europe 1. Dans le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, à tout à l'heure. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure, 7h30.